Le monde ne va pas si mal si on regarde les choses du bon côté. Alors oui, beaucoup de fans homophobes de Spider-Man ont eu du mal à dissocier le personnage de l'acteur Tom Holland et ont gueulé bêtement quand ils l'ont vu se faire taper dans la toile dans les chiottes d'une boîte de nuit, oui, mais personne n'a rien dit à propos de ce nouveau Docteur Octopus incarné par un homme noir et surtout, et ça c'est honteux, qui n'a qu'un seul tentacule. Ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, c'est le 408e JT Comics, on nous dit qu'il s'agit d'un partenariat entre Burger King et Barbie, mais nous sachons, alors méfiez-vous si vous partez au Brésil, puisqu'il semblerait que la panthère rose soit devenue folle et qu'elle s'amuse à se soulager dans les burgers. Passons plutôt aux news de la semaine. Petite mort. Loin de moi l'idée de me la jouer Françoise Dolto, mais si votre enfant ne semble pas affecté par la mort d'un de ses grands-parents et qu'il attend comme ça impatiemment devant le cercueil, ce n'est pas un psychopathe nécromancien, mais tout simplement un lecteur de comics où la mort est aussi définitive qu'une sieste. Et cette semaine, il semble que Marvel est la révélation précoce, n'ayant pas pu tenir jusqu'à la San Diego Comic Con qui commence pourtant le 20 mai. Néanmoins, ma news préférée de la semaine, c'est celle du retour de Miss Marvel, morte en juin dernier, elle va ressusciter dès octobre prochain, normal. Ça va se passer dans une mini-série intitulée Miss Marvel, la nouvelle mutante, puisque oui, ça y est, Kamala Khan se rapproche de ses origines cinématographiques et n'est plus une inhumaine, mais rejoint les X-Men. Elle devient une enfant de l'atome, une mutante, dans un processus que le philosophe pourrait appeler celui de la roue tourne qui a tourné, puisque souvenez-vous à l'époque où Marvel n'est pas arrivé à racheter les 4 Fantastiques et surtout les X-Men à la Fox, avant de racheter directement la Fox, Pac-Man ça marche toujours, eh bien, ils avaient fait en sorte d'invisibiliser les X-Men et les 4 Fantastiques, de les enterrer dans les comics, de leur serrer le kiki au maximum, et c'est pour ça que Miss Marvel est une inhumaine à la base. La jolie histoire dans l'affaire, c'est que le co-scénariste de cette série n'est autre qu'Iman Vellani, l'actrice qui incarne Miss Marvel à l'écran, et c'est définitivement ma chouchoute, cette gamine. Elle est très investie dans son personnage, elle sait d'où elle vient, donc elle ne cesse de répéter l'importance des comics, elle les connaît très très bien. Alors elle n'en a jamais écrit, et ça pourrait poser un réel problème, mais elle ne sera pas seule, elle sera accompagnée de Sabir Pizarda, scénariste également sur la série Miss Marvel, qui dit qu'elle connaît mieux les comics que lui, donc c'est plutôt bon signe. Ce qui me rassure aussi, c'est qu'elle explique que ce job lui fait beaucoup plus peur que de rejoindre le MCU, au lieu de dire que ce qui lui fait vraiment peur, c'est le salaire d'un scénariste de comics comparé à celui d'un acteur. Elle sera accompagnée au dessin par Adam Gorham et Carlos Gomez. Il me tarde vraiment de lire ça, et je trouve ça normal pour Miss Marvel de lui laisser utiliser les protocoles de résurrection Krakoan, mutants, inventés par Jonathan Hickman pour justement en faire un ressort scénaristique banal, comme les autres, et éviter de nous prendre pour des cons avec des trucs un petit peu trop capillotractés. D'ailleurs, le professeur X n'en a pas les moyens. C'est pas la première fois qu'un personnage non mutant en bénéficie, sans vous spoiler. En revanche, c'est la première fois qu'un personnage non mutant va se réveiller mutant en bénéficiant. Mais bon, la co-créatrice du personnage Miss Marvel nous dit qu'à l'époque, il était déjà question de la présenter comme mutante dès sa création, donc on verra bien ce qu'il en est de cette redéfinition dans son au-delà très palpable. Des fois je me demande quand même si c'est pas Guy Georges ou Ted Bundy aux commandes chez Marvel Comics, puisqu'ils ne peuvent pas ressusciter un personnage sans en massacrer un autre, et là c'est au tour de Moon Knight d'y passer dans sa série principale par Jed MacKay et Cappuccio, dans 3 numéros du 48 au 50, et on nous dit quand même que c'est pour préparer le prochain chapitre de l'histoire du personnage. Un autre retour aussi après une mort symbolique, c'est celui du Punisher, le Punisher nouveau, après un an de réinvention que je ne vous spoilerai pas, par Jesus Saïs, Paul Azaceta et Jason Aaron, simplement parce que le personnage avait été trop récupéré par des suprémacistes, par des milices d'extrême droite, par des flics et des militaires en service. Le spoiler en revanche, c'est que vous imaginez bien que des types qui n'ont probablement jamais lu un seul comics du Punisher, qui ont tout juste vu le film, peut-être la série, qui bandent en entendant parler de loi du talion, comme Morandini quand il entend parler de stagiaires de 3e, ces types-là, est-ce qu'ils se sont dit, oh là là, maintenant le Punisher a un crâne japonisant sur le torse et c'est devenu un samouraï chinois. Pardon, on s'excuse vraiment, on vous fait un bisou, on annule tout et on retourne souiller Pepe the Frog. Non, bien sûr que non, Marvel a peut-être fait une erreur en voulant essayer de réinventer un personnage qui était de toute façon perdu à ces gens-là et qui le restera, et peut-être qu'ils vont corriger ça en annonçant justement à la San Diego Comic Con un nouveau Punisher, peut-être pas Frank Castle, puisqu'il semble y avoir un mystère sur l'identité de ce personnage. Ce qu'on sait, c'est qu'il va retrouver à peu près
son crâne iconique. On sait aussi qu'il partage avec Cable une passion certaine pour les gros flingues. Il manquerait plus que ça soit la gueule de Stéphane Bern qui nous soit dévoilé ce week-end. En attendant, je vous laisse pronostiquer dans les commentaires, mais longue vie au Punisher, à son pouvoir cathartique, à sa vanité, hein, et au pire, on ira relire le meilleur Punisher, le Punisher Max de Garth Ennis. En lutte, pas sûr qu'elle soit finale, mais c'est certainement la lutte pour les membres rassemblés des syndicats AFTRA, SAG et WGA, hein, qui rassemblent près de 180 000 professionnels du cinéma, de la télé, de la radio, des jeux vidéo, aussi bien des acteurs, des réalisateurs, que des gens qui sont derrière les caméras pour faire briller justement tout ce beau petit monde. Hein. Ils réclament notamment de meilleures conditions de travail, financières, hein, mais pas sûr qu'un accord puisse être rapidement trouvé vu les points de division clés qui les opposent avec les studios. Ce qui est bien en revanche, c'est d'entendre l'avis un petit peu des gros studios, notamment le deuxième plus puissant, Disney, par le biais de son PDG, Bob Iger, qui déclare qu'il respecte le combat de ceux qui luttent, hein, mais qu'ils trouvent leurs demandes, notamment financières, irréalistes. Bob Iger, qui on le rappelle, va toucher environ 27 millions de dollars de salaire annuel pendant encore au moins 3 ans, hein, tandis que le scénariste de l'épisode 8 de la série She-Hulk, hein, le fameux épisode qui ramène Daredevil dans le MCU, hein, Cody Ziglar aurait touché 396 dollars de salaire pour avoir écrit cet épisode, soit en moins de 5 abonnements annuels à Disney+. Le salaire est tellement mini qu'on a vraiment l'impression qu'il se fait miquer. C'est pareil pour le producteur, scénariste Steven DeKnight de la série Daredevil sur Netflix. Il déclare ne jamais avoir encaissé l'argent de Netflix, hein, pour l'écriture de ces épisodes, hein, et maintenant que ça passe sur Disney+, putain, mais faites quelque chose, j'ai envie de les insulter là, vraiment. Hein. C'est honteux, hein. Il est vraiment temps qu'un trop plein de justice ramène un petit peu la paix. Hein. On parle quand même de super-héros à la base, hein, certes, mais on parle surtout d'une industrie. Et il semble que l'origine story de beaucoup de gens qui travaillent en tant qu'exécutifs dans les studios, c'est d'avoir été mordus par des gros fils d'up ou par des grosses merdes. Hein. Cette grève met à mal évidemment les productions ciné, séries en cours, mais aussi la San Diego Comic Con, puisqu'aucun acteur ne sera autorisé à y venir dans les panels pour faire la promotion des films qui s'apprêtent à sortir. Hein. Et on sait évidemment quelle sera la tactique des studios. Ceux qui suivent un petit peu les luttes ouvrières ne seront pas surpris. Laisser pourrir, saigner les types jusqu'à ce qu'ils crèvent de faim et reviennent au travail. On leur souhaite évidemment un courage et d'aller jusqu'au bout et de gagner surtout. L'autre lutte, elle concerne la réhabilitation d'un film souvent moqué que j'ai vraiment envie de revoir maintenant avec tous les derniers Bat Flashmen qu'on nous a servis. C'est celle du Batman Forever de Michael Schumacher, puisque selon Kevin Smith, une Schumacher Cut existerait. Elle durerait 37 minutes de plus, des images inédites, hein, où on prend un petit peu plus le temps, c'est moins survolté et surtout on explore la culpabilité de Bruce Wayne par rapport à la mort de ses parents, avec notamment un combat symbolique avec une créature un monstre chauve-souris géant, hein, rappelant un petit peu le Batman Ego de Darwin Cook sorti 5 ans plus tard. Moi, tant qu'on nous ressort pas le je suis Batman, je suis riche et j'en profite pour taper sur des pauvres et je suis bourré d'ego, ça me va. Hein. L'autre lutte, c'est pour faire rentrer tout le monde dans le casting de Superman Legacy, qui semble aussi chargé qu'une plage à Rio, puisqu'on ajoute un casting crâne absolument parfait en la personne d'Anthony Carrigan pour incarner Métamorpho, donc cet aventurier, archéologue, un peu combattant quand même, qui a joué un peu trop près avec la mythologie égyptienne et qui s'est transformé en individu capable de métamorphose. Il a rejoint et cofondé les Outsiders, avec Batman notamment. Il a rejoint pas mal d'autres équipes. Il est proche de la Justice League, dans la série animée il en faisait d'ailleurs même partie. Ça s'est fait rapidement, mais l'acteur dit qu'en très peu de temps il a quand même réussi à trouver quelques affinités avec ce personnage sur lequel il a un petit peu fait des recherches, et c'est toujours mieux pour l'interprétation future. Et James Gunn assure que Superman Legacy et tout ce beau monde ne servira pas juste de présentation saturée au futur univers d'ici, que tous les personnages qui y figurent sont là dans l'intérêt, dans le seul intérêt du film Superman Legacy, et ça pour le coup j'y fais confiance. Là où je commence à avoir de l'urticaire, c'est quand j'entends Cholo Maridueña raconter que le réalisateur des Gardiens de la Galaxie a aimé le film Blue Beetle, hein, même s'il reste un petit peu perplexe sur certains points de scénario, hein, quand on sait que c'est le même type qui a déclaré que The Flash était le meilleur film de super-héros qu'il ait vu en 2023. Oh ben j'ai besoin d'une couche. Puis les fans de The Boys vont pouvoir se rassasier dès septembre prochain avec le spin-off de la série, toujours sur Amazon Prime, hein, Gen V, qui racontera la vie d'étudiants dans une université sponsorisée par Vought, hein, et les autres qui sont trop pressés pourront aller jouer avec le Protecteur, avec Starlight, avec Black Noir dans Call of Duty, hein, dans une mission qui se situe avant la fin de la saison 3.
Ante San Diego. Avant d'aller plus loin, ça fait quand même 2 fois que je manque de m'auto-signaler à YouTube pour qu'il strike complètement ma chaîne, hein, mais vous savez, parfois les news tombent pas spécialement au bon moment et l'emploi du temps est chargé, j'ai pas le temps de faire rentrer tout ce que je voudrais faire rentrer. Je n'ai pas rendu hommage à John Romita Sr. qui est mort il y a quelques semaines, qui est une véritable légende et le terme n'est vraiment pas usurpé des comics, hein. Il faudrait 3 véritables heures et des milliers de planches pour lui rendre hommage, ça coule de source, mais la semaine dernière, je me suis rendu compte au montage que j'avais oublié de le mentionner quand j'ai parlé du costume jaune de Wolverine, puisque c'est lui qui était directeur artistique chez Marvel juste après Jack Kirby dans les années 70, et c'est lui qui a designé le look de tous les plus grands héros Marvel, le Punisher, mais aussi Wolverine. D'ailleurs, Herb Trimpe a utilisé vraiment son dessin à lui, à John Romita Sr., dans la dernière case de l'épisode de Hulk où était présenté pour la première fois le personnage. Donc j'ai oublié de dire ça, et vraiment, vous avez été sympa. Donc merci à lui, longue vie grâce à son art, et je ne manquerai pas de lever un verre à sa mémoire. Et puis alors attention, j'ai envie de vomir, j'ai mal à la tête, j'ai les yeux qui brûlent, hein, mais rien à voir avec l'alcool cette fois, c'est tout simplement que j'ai vu cette nouvelle série de couvertures variantes de Marvel qui imagine des partenaires, des sidekicks aux plus grands héros de leur univers. Vu qu'il ne s'agit que de couvertures variantes, beaucoup n'ont aucune identité propre, et il s'agit que de personnages réinventés avec le look de ceux dont ils sont supposés être les sidekicks, hein. Mention spéciale pour le Dread Morales et le Cascade Knight qui ressemble à Laurent Ruquier et Laurent Gérard qui s'associent pour parler de rap. On a évité de peu le Trottinette Rider et il semblerait que Venom ait chopé une MST d'épaule. Je sais toujours pas si j'aime bien ou si j'aime pas cette chose punk qui ressemble quand même beaucoup à l'araignée éponyme, mais juste pour l'entendre crier ça va castagner dans la fosse de pas mal de bons concerts, pourquoi pas, hein, et quand même il y a du kiff, hein, il y a la tornade de Peach Momoko, elle est vraiment pas mal, tout comme la Thor de Tony Infant, hein, et puis Marvel annonce une nouvelle série Thunderbolts par un super duo de scénaristes, hein, lisez leur Captain America, Colin Kelly et Jackson Lansing, avec les dessins de Geraldo Borges, hein. Il semble que celui qui soit en charge de faire les machines à laver, ciné et comics n'ait pas mis de lingette Décolor Stop, hein, puisque on retrouve à peu près le même casting que celui qu'on verra dans le film éponyme du MCU, hein, ou en tout cas des personnages qui gravitent autour, hein. La comtesse Valentina Allegra de Fontaine et Bucky Barnes en seront les leaders. Il y aura aussi la Black Widow, la White Widow, Sharon Carter, l'US Agent, le Red Guardian et Shang-Chi. On félicite et on embrasse l'artiste Joffo qui va redonner vie à la série Brute Force qui a été inventée pour Marvel dans les années 90, hein, qui avait été redynamisée par Paul Scheer pour la série Disney Plus Marvel 616 et qui va avoir droit donc à une nouvelle série numérique sur l'application Marvel Unlimited, hein. Ça raconte l'histoire d'un groupe d'animaux cybernétiques créés pour être des soldats qui se rebellent et qui vont partir sur des missions qui leur correspondent plus. Robert Kirkman récupère la licence Universal Monsters dans son enclave impériale Skybound chez Image Comics, hein. Si ça n'a pas réussi au cinéma, ça réussira au moins dans les comics, hein, surtout que les bonnes personnes vont s'en charger. On commence avec Dracula par Martin Simmons et James Tynion IV. Elle est aussi talentueuse que ce qu'elle est prisée en ce moment. Elle s'appelle Zoe Thorogood et si vous ne vous souvenez pas de son prénom, écoutez bien les gagnantes des Eisner Awards, vous risquez de l'entendre plusieurs fois, hein. Elle va dessiner dans l'univers de Tim Seeley Hack and Slash et puis surtout elle va donner une suite à son roman graphique, à ses comics, hein, autobiographique, It's Lonely at the Center of the Earth, ça s'appellera It's Crowded at the Center of the Earth. Elle en a eu, ça a germé l'idée quand elle a vu quelqu'un se suicider dans son wagon, hein, de train. Et puis enfin, ça compte presque comme une résurrection puisqu'il y a des types qui ont dû retrouver 2-3 post-it que Stan Lee laissait à ses dessinateurs pour faire tout le reste de l'histoire, hein, puisqu'il s'apprête à créer le label Stan Lee's Comics, hein, dans lequel on découvrira 12 histoires jamais vues avant, retrouvées soi-disant de Papy Moustache, hein, et son cigare au bord des lèvres. Papy Moustache dont le cadavre sert d'ailleurs de superbe planche de surf puisqu'un jeu de plateau intitulé Stan Lee's Genesis va sortir dans lequel on pourra créer tout un univers de super-héros, hein. C'est sur Kickstarter très bientôt. Lisez, hein, et cette semaine je vous conseille Family Tree, hein, par Jeff Lemire, qu'on considère souvent, pas spécialement moi, comme l'un des meilleurs scénaristes de comics de sa génération, mais ce comics, lisez-le surtout pour ses dessins, puisque c'est le combo, les crayonnés de l'excellent Phil Lester et l'ancrage de l'excellent Eric Gapstur, qui est un couple créatif qui fonctionne super bien ensemble. Ça raconte l'histoire
dans le genre un petit peu body horror, hein, d'une petite fille qui se transforme en arbre en gros, qui va être un petit peu chassée, ça raconte un petit peu une fin du monde. C'est pas l'histoire la plus folle que j'ai pu lire, mais en tout cas elle est suffisante pour vous entraîner et surtout c'est un artbook, j'adore les dessins de ce couple créatif, donc rien que pour ça, ça vaut le coup. Pour la petite histoire, tout va bien, hein, mais j'ai très envie de relire I Kill Giants de Joe Kelly et de Ken Niimura, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas relu. Et j'ai envie là, ça y est, je suis très chaud. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT Comics. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à laisser vos pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram. Je vois tout et ça fait vraiment chaud au cœur. Et n'hésitez pas à réagir aussi dans les commentaires sur YouTube où je lis chacun d'entre vous. J'essaie de répondre au plus grand nombre. Et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux aussi. Vous me laissez tous les mardis vos messages pour El Bando del Pueblo, qui est votre espace de liberté depuis 408 JT maintenant. Je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite de très bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'y être, hein, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Karl Urban va jouer Johnny Cage dans le film Mortal Kombat, mais citez-moi un putain d'acteur qui a joué dans plus de franchises iconiques, qui a joué plus de rôles iconiques que ce type. Il manque plus qu'il ait un vrai rôle dans Star Wars et qu'il soit le personnage principal du biopic de Bernadette Chirac, et ça y est, il aura tout fait.